Ça se dit pas, ça. Ça se dit pas, ça. Bonjour Internet, je m'appelle Xavier Boiron et bienvenue à ce premier épisode de mon balado. Ça fait vraiment longtemps que je voulais partir un podcast, mais je me disais, est-ce que la planète a vraiment besoin d'un autre podcast animé par un humoriste de la relève dans la trentaine qui vit à Montréal? Et la réponse à ça, c'est clairement oui. Bienvenue à ce premier épisode de Ça se dit pas, ça. Le balado qui, à chaque épisode, se penche sur un mot qui se dit pas. C'est pas parce que ça se dit pas qu'on peut pas en parler. Pour ce premier épisode, on va commencer avec le mot qui se dit le plus pas, le Voldemort des mots, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, le mot en N. Notre rapport à ce mot-là a pas mal changé dans la dernière décennie. Il n'y a pas si longtemps, quand quelqu'un voulait utiliser le mot, on ne disait pas l'euphémisme le mot en N, on faisait juste le dire, on exclut la personne qui parle. Et je suis vraiment pas contre cette évolution stylistique. Mais on va se le dire, c'est quand même imparfait, cette stratégie-là. Quand quelqu'un dit le mot en N, dans ma tête, j'entends quand même le mot. C'est comme quand quelqu'un dit une personne de petite taille, dans ma tête, j'entends, un peu comme tout le monde, la chanson thème de Fort Boyard. Mais si imparfaite soit cette stratégie, je pense pas qu'elle soit dans un désir de censure. Je pense qu'elle s'inscrit dans un désir de ne pas être grossier et insensible. Pour ça, on a déjà la Radio de Québec. Pendant des années, le mot était utilisé dans des chansons, des titres de livres et même dans des jokes douteuses au bye-bye. Mais là, en 2025, tu peux perdre ta job si tu l'utilises. On a vraiment passé d'un extrême à l'autre. C'est dans ce contexte qu'on va explorer ensemble ces questions-là avec mes deux invités. Avant de les présenter, je tiens à vous avertir que le mot en N sera entendu lors du balado. Alors, si c'est quelque chose qui heurte votre sensibilité, je comprends absolument ça. Et je vous invite donc à écouter l'épisode sur mute. Ma première invitée est journaliste, chroniqueuse et de plus en plus humoriste. On a pu l'entendre sur les ondes de Radio-Canada, Télé-Québec et même à Cube Radio. Oui. Elle a récemment joint les rangs d'Urbania, accueilli la Beyoncé de Centre-Sud, l'hilarante et la toujours pertinente, mon amie, Vanessa Destinée. Bonjour, bonjour Xavier. Allô, Vanessa. Allô. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à toi, vraiment. Puis bon succès avec ce projet-là. On va voir ce que ça va donner. Vanessa Destinée, le mot en N, ça se dit-tu ou ça se dit pas, ça? Ah, mon Dieu, c'est un classique. Cette question-là, je pense que, comme on dit souvent, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je crois que c'est aussi ce qui s'applique au mot en N. Je crois que c'est un mot qui a une charge socio-historique importante qu'on ne peut pas ignorer, donc qu'on peut dire certainement, mais en prenant toujours compte de la gravité associée à ce mot-là, de sa pesanteur, de son poids vraiment. Donc oui, un mot à dire, qu'on peut dire, mais avec parcimonie et pas avec n'importe qui non plus. Tout dépend de l'intention derrière. Ouais. Et mon autre invité est le deuxième sociologue le plus convoité des médias québécois, après Mathieu Bock-Côté. Il est fréquemment invité à la radio et à la télé de Radio-Canada pour parler d'enjeux sociaux, notamment de questions relatives à Haïti. Il est auteur de 3 livres. Il a enseigné au Collège Bois de Boulogne et à l'Université McGill, mais son plus grand accomplissement reste d'avoir le privilège d'être mon mononcle, Frédéric Boiron. Bonjour, merci beaucoup. Merci Vanessa de nous accompagner. Fait plaisir. Moi et mon neveu. Oui, hashtag népotisme. Hein? Absolument. Mais on est dans les médias, donc les népo-babies ou toutes les déclinaisons, c'est la norme. Mais à plus petite échelle, on s'entend. Là, t'sais. On n'est pas dans l'Empire québécois ici. Pas encore. Ça s'en vient. Pour Ça l'instant. s'en vient. Frédéric Boiron, le mot en N, ça se dit-tu ou ça se dit pas, ça? Ça dépend de ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, il n'y a aucun mot qui, en soi, est porteur de quelque chose. C'est celui qui émet le mot qui lui donne la charge. Le mot est vide. Donc, dépendamment de ce qu'on veut en faire. Et essentiellement, je dirais que le mot en question, au Québec, c'est un mot qu'on utilise pour insulter ou pour dégrader les gens. Donc, si c'est ça l'objectif, il faudrait être prudent en le disant, mais c'est un mot qui ailleurs, par exemple dans la littérature haïtienne, c'est un mot qu'on utilise pour valoriser les gens. C'est un mot qu'on retrouve dans les chants patriotiques. On le retrouve partout. Donc, ce mot-là est un mot extrêmement important dans toute la Caraïbe, d'ailleurs. Mais au Québec, tant qu'on l'utilise comme insulte, il faudrait être prudent. Merci pour ça. En apéritif, on va maintenant écouter un extrait d'une œuvre qui contient le mot qui se dit pas. C'est une chanson de Plume la Traverse parue en 1976, Vieux Nègre. La première fois que j'ai été à la gare centrale à Montréal, c'était pas des trains que j'avais peur, c'était des nègres. Vieux nègre,
Vieux nègre. Vieux nègre qui pète les pieds dans la boîte. Nègre architecte au bacon à nègre. Mais nègre quand même. Merci. Fait que, Frédéric Boiron, vous étiez familier avec ce verre d'oreille? Oui. Il y a des gens au Québec auxquels on ne peut pas toucher. Hein? On ne peut pas toucher à Plume Latraverse. C'est quelqu'un qui est perçu comme l'icône de la contre-culture québécoise. Donc, on ne peut pas toucher à Plume Latraverse. On ne peut pas dire que cette chanson-là est une chanson raciste, misogyne d'ailleurs. Plus on va l'écouter, on se rend compte que c'est misogyne, c'est raciste, c'est haineux, c'est violent, c'est gratuit. C'est extrêmement gratuit. Et c'est une chanson très courte hein, sur cet album-là. C'est très court. On a l'impression que c'est un fill-in. Là. Il y avait besoin de remplir un trou, puis c'est ce qu'il a trouvé à mettre. Bon, évidemment, je ne dirai à personne que tout ce que je viens de vous dire, parce que sinon, je vais être blackballé dès demain matin, parce qu'on ne touche pas à Plume Latraverse. Mais c'est vilain d'avoir fait ça. C'est vraiment ne pas prendre conscience de ce que l'autre ressent. C'est-à-dire, je pense que d'émettre un message comme ça, c'est ignorer l'autre. Ouais. Et c'est être vraiment centré sur soi-même. Vanessa Destinée, j'imagine que c'était sur votre iPod au secondaire, cette chanson-là? En repeat, en 2 chansons de Beyoncé et de Sean Paul. Question de balancer le tout et d'avoir d'autres modèles de représentation. C'est une chanson qui est particulièrement cheap. Je veux dire, c'est de la provocation, c'est primaire, j'allais dire, ça manque de raffinement, comme si on allait associer le raffinement à Plume. Jamais, ça n'arrive pas, mais je veux dire, c'est particulièrement crasse, même pour lui, en fait. C'est ça que je trouve choquant. Puis c'est quelque chose dont on évite de parler en général, hein, dans tous les débats qu'on a eus sur le mot en haine au cours des dernières années. Non, c'est un hommage. Non, c'est un mot important pour nous. Non, si on l'utilise, c'est parce qu'on comprend. Non, on le voit que ce mot-là a toujours été utilisé comme insulte, en fait, par la majorité blanche. Tu sais, c'était un mot qui était banalisé. Mais en fait, je dis banalisé, mais il y avait des gens qui savaient, en fait, qu'il fallait pas l'utiliser. Tu sais, ce mot-là revient de manière périodique dans l'actualité où il y a des gens, là, des débats entre des gens qui disent non, ce mot-là, on a toujours pu le dire, puis c'est correct, puis d'autres qui rappellent les faits historiques, à savoir que non, ce mot-là a largement été condamné à plusieurs reprises, mais certaines personnes s'octroient le droit de le dire parce que leur sentiment, leur ressenti est plus important que celui des principaux visés. Oui, absolument. Ouais. Mais j'aimerais quand même ajouter sur cette chanson-là, sur YouTube, la vidéo, Plume fait du blackface. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de l'utilisation du mot, qui est déjà l'insulte grossier, il s'ajoute à ça, à un blackface. Donc, c'est gratuit. C'est prémédité, là. C'est prémédité, c'est calculé. Primitif, moi, je pense que c'est primate. Ouais. Mais tu sais, c'est une chanson de 1976. On dit qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Tu sais, vous, Frédéric Boiron, qui étiez là à l'époque où on isolait encore avec de l'amiante, en 76, c'était-tu moins pire qu'en 2025? Tu sais, c'est qu'on l'écoute avec nos oreilles de Québécois du futur. C'est qu'en 76, on n'avait pas... les communautés noires n'avaient pas d'espace pour dire « ça fait mal ». Moi, je remonte à plus loin que ça. Moi, je suis là depuis 70, donc je les ai entendues, toutes ces choses-là. Les cyniques ont gagné leur pain et leur beurre sur des jokes racistes, sur les blocs, les wops, les nègres, les polocs, les gouines, les tapettes. Mais on ne touche pas aux cyniques. Là, tu vas enlever ça aussi au montage. Là, parce que je ne pense pas qu'il y aura de montage. Il n'y aura pas de montage, ça fait que là, je viens de perdre ma job. Non, c'est drôle parce que j'ai eu Marc Laurando comme professeur à l'université qui était un des membres des cyniques et je comprends pourquoi j'étais une de ses chouchous. C'est des réparations, dans le fond. Donc, tu vois, c'est que toutes ces... L'émission chez Denise, c'est une émission raciste, misogyne... tout est là. C'est-à-dire qu'il y avait heureusement, il y a eu une école de l'humour après. Parce que sans école, je pense que les gens se sont donnés dans la facilité d'insulter l'autre en se disant, mais parce qu'on ne voit pas l'autre. T'sais, on ne voit pas l'autre, les boula-boula, toutes ces affaires-là, mais on ne se dit pas, mais comment l'autre se sent? Puis ça n'a pas été une préoccupation.
Et c'est pour ça que ces choses-là, c'est pas que c'était normal en 76, c'est que tout simplement, on n'avait pas d'espace pour dire que ça fait mal et c'est pas normal. On n'était pas entendu. On ne faisait pas partie du public cible. On rit de nous. Ouais. Mais on n'a rien à nous vendre. Puis sûrement que les quelques artisans noirs qui existaient à cette époque-là, ils voulaient juste travailler, fait qu'ils voulaient pas rentrer dans une croisade contre les institutions alors qu'ils essayaient juste de faire un peu leur bout de chemin. Je peux comprendre ça. C'est intéressant aussi. parce que je ne suis pas convaincu que Normand Brathwaite accepterait de jouer le rôle du petit nègre chez Denise en 2025. J'espère, en tout cas. Ouais. Très certainement. Mais tu sais, le mot en N, pour l'appeler ainsi, c'est un mot dans le dictionnaire et c'est pas le seul mot qui est connoté ou péjoratif dans le dictionnaire. Fait qu'au final, le mot en N, c'est-tu juste un mot comme les autres, Vanessa? Oh, wow, ça, c'est une très, très, très grande question. Non, c'est pas un mot, en fait, comme le disait Frédéric là, en introduction, c'est que c'est un mot auquel on a prêté une charge. Oui, effectivement, le mot en tant que tel, si on remonte là, dans l'histoire, là, c'est avant la traite, avant le commerce triangulaire puis la traite négrière, ce mot-là était utilisé pour parler des personnes noires, pour parler de la couleur noire en général. Et à partir du moment où on embarque là, dans les grandes explorations, et là, on décide là, justement là, de s'investir dans cette traite-là, pour le commerce, pour conquérir des territoires, pour l'évangélisation aussi de peuples qu'on trouvait primitifs et pour justifier aussi leur mauvais traitement qui passait pas à l'époque aux yeux de l'Église. Il fallait absolument les déshumaniser. Ouais. Donc, leur enlever toute qualité humaine, les ramener au rang d'animaux, voire d'objets carrément, pour justifier la mission colonisatrice, civilisatrice, esclavagiste. Donc, tout ça, et là, le mot « nègre » est devenu, à partir de ce moment-là, dans les différentes métropoles européennes, un mot avec une charge politique utilisé pour dénigrer, humilier, rabaisser, déshumaniser. Donc, non, c'est un mot vraiment très particulier dans l'histoire de l'humanité. On n'a pas vu ça à une aussi grande échelle sur une aussi longue période pour d'autres mots péjoratifs, par exemple le mot bitch ou le mot fif, tapette. Ouais. On n'a pas vu ça jamais comme ça. Ça faisait partie d'un système international, il faut le souligner. L'ancien ordre mondial reposait là-dessus, sur la déshumanisation systématique des Noirs et des Autochtones. Et c'est très important. Le Code noir disait que la loi, le Code noir disait, qui était dans tous les colonisateurs avaient l'équivalent du Code noir, disait que le noir est un objet. Mais dans les faits, moi, ce que j'ai écrit là-dessus, c'est que dans les faits, et là, je rejoins ce que tu viens de dire, il n'est pas traité comme un objet, il est traité comme du bétail. Donc, le noir, homme comme femme, est traité comme du bétail. C'est-à-dire qu'on le fait travailler pour rien. Donc, c'est la même chose qu'on fait avec des chevaux. On va jusqu'à le marquer au fer. C'est ça, marquer au fer comme et possession. tout. Et on ne viole pas une femme noire. C'est une propriété. Elle m'appartient. Je peux coucher avec. En fait, je ne sais pas jusqu'où je peux aller. On faisait se reproduire comme du bétail, exact. en fait. C'est-à-dire que le comme maître de plantation a besoin de nombreuses têtes, de nombreuses mains pour garantir sa richesse. Donc, s'arrange pour accoupler les esclaves noirs ensemble quand ils ne les violent pas, les accoupler ensemble pour garantir, comme du bétail, vraiment. Comme du bétail. Et d'ailleurs, l'expression mulâtre est un mot qui vient justement confirmer que le métis est un mule. D'accord? Donc, c'est l'animalisation. Et c'est un autre mot sur lequel peut-être que tu te pencheras à un autre moment, mais c'est un autre mot qui est aussi à proscrire. Oui, qui est de cet héritage colonial esclavagiste. Oui, et le Code noir, la particularité, comme beaucoup de guides en vigueur dans différentes colonies, là, qu'elles aient été françaises, britanniques, portugaises, néerlandaises, allemandes, parce que, mon Dieu, on parle jamais de la Namibie, c'est une hiérarchisation, en fait, avec le pourcentage de sang noir, sang blanc. C'est ça qui détermine ta place dans l'échelle sociale. Donc, c'est vraiment une hiérarchie. Et le nègre, à 100%, donc le noir, celui qui vient d'Afrique, et celui qui a des descendants qui continuent d'être noirs, il est au bas de l'échelle sociale. Et à partir de là, on fait juste s'élever. Moins tu as de sang noir, plus tu t'élèves dans la société. Donc oui, jamais on a vu ça dans l'histoire de l'humanité. Pour vrai, c'est un cas à part qui est exceptionnel et qu'on ne doit
jamais reproduire. Mais en même temps, c'est la base de l'espèce de commerce international. Sans cet héritage-là, j'aurais pas eu un T-shirt à 8 piastres. Fait que, tu sais, En coton. En coton, oui, Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu des bénéfices quand même. Yes! Vous, au quotidien, est-ce que c'est un mot que vous utilisez, le mot en N? Ben, d'abord, je parle créole, donc ça veut dire que c'est un mot qu'on utilise en créole régulièrement. Donc, nègpam, tu sais, donc le mot est présent dans la langue créole. Maintenant, est-ce que je l'utilise au quotidien? J'en ai pas besoin, d'accord? J'en ai pas besoin, mais j'ai donné une conférence où j'ai parlé d'un événement qui s'était passé en Israël, je pense que c'était autour de 2018, que les journaux comme Jeune Afrique et des journaux européens l'ont appelé, cet événement-là, la chasse aux nègres. Donc, c'était un événement où le gouvernement de Netanyahou payait des Africains pour qu'ils retournent dans leur pays. Ils n'ont pas voulu retourner. Puis les citoyens sont sortis avec des matraques et bon... Comme dans Frankenstein, un peu. Là. Bon, voilà, donc ça fait une soirée où les Noirs étaient pourchassés, et on a appelé ça... mais j'arrive pour donner cette conférence, et ça semble être un problème pour tout le monde, que je dis, ma conférence s'appelle « La chasse aux nègres d'accord? Mais je ne vais pas appeler ça autrement, parce que tout simplement... par honnêteté intellectuelle, je vais vous donner une information pour que vous puissiez aller confirmer que ce que je vous dis est vrai. Ouais, donc c'est vérifiable. Exact. Je peux pas faire abstraction du mot parce que je ne l'utilise pas pour insulter. Je l'utilise pour justement raconter un événement extrêmement important que j'aimerais qu'il ne se reproduise pas. Et pourquoi j'ai monté cette conférence? C'est parce que j'entendais au Québec des discours qui ressemblaient à ce qu'on entendait en Israël en 2017-2018. Il faut chasser les étrangers. Exact. Le vivre ensemble est impossible. Exact. Ils sont trop différents de nous. Où ils font plus d'enfants que nous, où ils prennent nos places dans nos garderies. Le grand remplacement. Oui, c'est ça. Au fond. On ne l'a jamais nommé comme ça, mais ici au Québec, on ne l'a pas vraiment nommé comme ça. De plus en plus. De plus en plus. Les langues se délient, là, je dirais. Donc, tu vois, mais les discours qu'on entendait, tout parti politique confondu, on entendait des discours que je me disais, mais attends, mais moi, parce que c'est un événement qui m'avait extrêmement marqué. C'est pas, je l'ai pas sorti comme ça. J'ai été chercher. C'est quelque chose que je suivais depuis que c'est arrivé. Puis je me disais, mais non, attends, je suis en train d'entendre un discours que je reconnais. Ce discours haineux du nous et l'autre. Et il faut que je le dise, que il faut faire attention, il faut qu'on soit prudent. Ouais. Toi, Vanessa, c'est un mot que utilisé au quotidien? Ben c'est sûr que moi aussi, je suis d'origine haïtienne, puis bon, le mot nègre fait partie là, de notre vocabulaire parce qu'il désigne un homme, tout simplement. Et là, je tiens à remettre ça en contexte quand même parce que c'est associé aussi à la Révolution haïtienne où, justement, on a voulu se réapproprier le pouvoir, démanteler complètement cette pyramide sociale de hiérarchisation. Et dans la Constitution haïtienne, à la suite de la Révolution, ben, les nègres, c'est le citoyen par excellence. Et tout est articulé autour de lui. Donc, c'est lui le pilier de la société haïtienne. Donc, c'est rendre la dignité aux nègres haïtiens. Par contre, pas tous les Noirs sont haïtiens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on perd de vue quand on parle de ce mot-là au Québec à cause de la diaspora très, très importante dans nos médias. Mais au Québec, on a une communauté anglophone qui est là depuis longtemps, noire. On a des gens issus du continent africain qui sont des immigrants de première génération. Ces gens-là n'utilisent pas le mot « nègre » comme les Haïtiens l'utilisent. Donc, quand on parle de ce mot-là, quand j'entends, par exemple, Dany Laferrière dire que ce mot-là, c'est un mot comme un autre, puis c'est tellement beau en Haïti, oui, en Haïti. Mais dans le reste de la diaspora afro-descendante, c'est pas la même charge, donc il faut faire attention. Ensuite, moi, de mon côté, c'est un mot que j'entends évidemment beaucoup dans la musique, dans la musique rap, dans la musique R&B, dans la bouche de différents créateurs de contenu, artistes afro-descendants que je suis, à qui je m'intéresse. Au cours des dernières années, parce que j'ai jamais été autant exposée de toute ma vie à l'utilisation du mot en N, en particulier par des personnes blanches. Je l'ai jamais autant entendu que depuis l'affaire Slave. Que depuis 2018, OK? Fait que c'est depuis que j'ai 28 ans. J'ai passé le plus... Tu sais...
dans ma vie, là, avant ça, je pense que je l'entendais une fois par année. Souvent, il m'était dirigé comme insulte là, par des gens dans la rue. Là. Mettons, tu vas accrocher une madame pendant que tu marches, puis elle va te traiter de négresse, là, ou dans la cour d'école, les enfants, ils vont le dire. Mais à partir de 2018, ce mot-là, wow, c'était à chaque semaine, chaque mois, il y avait quelque chose. Donc, j'ai décidé, pour me libérer de ce traumatisme-là, de me constituer une petite collection dans ma bibliothèque de mots, de livres qui contiennent le mot en N dans leur titre. Puis c'est ça, j'ai une petite pile. J'ai le livre de Pierre Vallière, entre autres, mais j'ai aussi... oh mon Dieu, j'oublie l'auteur, c'est de valeur, mais Nègre noir et Nègre blanc, qui est un livre qui parle de l'histoire de Montréal, de la diaspora à Montréal. En tout cas, j'en ai plein là, puis je suis fière, puis je vais continuer, puis je les empile tous. Comme ça, tu vois vraiment, c'est bien en évidence. Là. Mais je me demande si Dany Laferrière aurait été un aussi fervent défenseur du mot si son premier roman ne l'incluait pas et s'il avait fait son espèce de capital politique sur l'espèce de crise de la censure qu'il y a eu au moment qu'il l'a lancé. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est devenu son espèce de cheval de bataille. D'abord, je pense qu'il n'aurait pas pu faire autrement parce que, bon, sa première œuvre, c'est le titre « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer ». Donc, tu m'aurais posé la même question, pas en étant Dany Laferrière, bien sûr, mais mes 3 livres, le mot « nègre » revient plusieurs fois parce que je peux pas raconter que, par exemple, des choses qui se sont passées où le mot est utilisé. J'ai parlé d'Israël et des choses comme je vais pas faire de l'autocensure pour plaire à qui que ce soit. J'ai quelque chose à dire et une fois que je l'ai dit, je ne vais pas changer l'expression parce que il faut que je me mette à jour pour que ça soit publié ou intéressé, etc. Non, c'est comme ça que ça se dit. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait une lecture publique de mon premier livre, puis je parle de la Charte des droits de l'homme. Et puis, la personne me dit, ben là, je vais le lire, mais je vais dire la Charte des droits humains. Mais c'est pas comme ça que ça s'appelle. D'accord? Ça s'appelle la Charte des droits de l'homme. Peut-être ça aurait dû s'appeler comme ça, mais c'est pas ça. Puis je vais pas écrire la Charte des droits de l'homme. Tu ne trouveras pas des droits humains, tu ne le trouveras pas. Non. Donc il faut respecter les choses comme ils s'appellent. Puis il y a des choses que je raconte qui contiennent le mot nègre, puis je vais l'utiliser tel quel. On s'adapte parce qu'au Québec, on a la Charte des droits de la personne. On n'a pas reproduit l'erreur du continent américain. Là. La langue épicène, ça fait tellement longtemps que ça existe et les gens ont l'impression là, qu'avec les débats des dernières années sur la langue inclusive, là, c'est les woke qui se sont réveillés un matin puis qui ont décidé que c'était ça dans leur agenda, alors que non. La langue épicène, elle existe depuis longtemps au Québec et ça montre que la langue, elle est malléable, elle est flexible. Tous les jours, on invente des nouveaux mots pour décrire des réalités autour de nous. Tous les jours, on en enlève aussi de la langue. Il y a des mots qui tombent en désuétude. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a aucun autre mot dans l'histoire de l'humanité qui a une charge aussi importante. C'est pas vrai. Il y a eu des mots très, très racistes pour parler des Juifs. Depuis la mort du Christ, dans le Moyen Âge, des Autochtones, mais les Juifs en particulier, mais à un moment donné, on a arrêté de les utiliser. Personne ne sait c'est quoi le fameux mot, en tout cas, bref, je ne dirais pas la première lettre, mais c'est ça existe. Là. Il y a des mots très, très péjoratifs qu'on a juste évacués complètement de notre langage parce que, après l'Holocauste, c'était comme plus possible. Qu'est-ce qui fait que disons, le mot en N a survécu des siècles. Ça fait quelques siècles quand même que ça traîne, alors que d'autres mots ont vécu moins longtemps. Il y a quand même d'un côté, moi, quand j'étais enfant en Haïti à l'école, on devait réciter un poème qui s'appelait « Être nègre ». Puis « Être nègre », c'était, je me rappelle pas de tout ce qui suivait, là, mais c'était que des choses qui font de toi une personne quasi supérieur. Wow. Pour être un bon citoyen, il faut être un nègre. C'est la fierté. C'est la fierté, ça te ramène à la révolution, etc. Donc, tu as 2 courants. Tu as le courant de ceux qui disent « Mais non, moi, je suis fier d'être nègre », puis tu as un autre courant qui dit « Ouais, mais là, il faut qu'on enlève ça parce que c'est une insulte, etc. » C'est pour ça que je dis, il faut faire attention parce que le mot lui-même n'a pas de charge. Donc, si tu es en Haïti, on va te le charger positif. Si tu es au Québec, on te le charge négatif. Donc, maintenant, toi, tu es pris au milieu de ça, à savoir,
Je veux-tu être un nègre ou pas? D'accord? Quand je suis entre Haïtiens, quoi nègre? Tu vois? Mais quand je suis avec des Québécois, non. 0%, s'il vous plaît. Je suis le mot en haine Non, ou quelque chose de même. je suis mais un Québécois, je je suis un Québécois. afrodescendant. Oh, c'est ça, je suis un afrodescendant. Il faut que je trouve autre chose. Faudrait le tu vois. monologue d'Elvis Gratton, mais pour parler de nous. Là, Oui, c'est oui. ce qu'il dit Le qu'il est un Canadien Canada, français, oui, le sud, là, mais genre pour les Haïtiens, comment qu'on parle de nous? Hey, c'est là? un super bon flash. On On l'écrira essaie ça. ensemble, on pourrait le faire On en pourrait le duo. faire. Ça serait écœurant, Sérieusement, c'est une super bonne Je idée. vais-tu avoir des droits fucking d'auteur, bon. là? C'est quand même moi qui... Non, c'est pas de même ça Non. fonctionne. Ah, OK, Parce c'est que c'est l'exécution, en fait, qui donne le droit d'auteur. L'idée, c'est tellement une petite partie de la C'est job. ça. Ah, tu sais. OK. Mais ouvrir un pichet de bière là, quand tu viendras. OK, c'est vous bon. viendrez nous parfait. voir. C'est Ouais, bon. ouais, un OK. petit quelque chose quand même. Tantôt, Vanessa Ouais. parlait des rappeurs qui se réapproprient le mot qu'il utilise jusqu'à le désacraliser. Tu sais, on peut penser à des rappeurs noirs comme Biggie, Roy Enoch ou Biz de Loco Locas. Ouais, non, Attends, peux-tu renommer cette gradation? Fait que je disais, tu sais, qu'il y a des rappeurs qui l'utilisent pour le désacraliser, dans le fond. On peut penser à des rappeurs noirs comme Biggie, Roy Enoch ou Biz de Loco Locas. Dans la Sainte chanson, Trinité. je pense que c'est la censure pour l'échafaud. En tout cas, il dit, si je dis c'est que je suis moi-même un nègre, mais blanchi à la chaux. En tout cas. Puis, fait que vous en pensez quoi de cette réappropriation? Vanessa l'a mentionné un petit peu, mais de la réutilisation peut-être subversive par des jeunes aux États-Unis dans les dernières décennies, mais de plus en plus... Tu sais, il faut qu'on soit prudent par rapport à l'histoire de chaque peuple. D'accord? Les Noirs aux États-Unis ont tendance à dire, et ça, j'ai entendu ça aussi dans nos communautés au Québec, nous, on a le droit de l'utiliser, mais pas vous. D'accord? Là, je ne suis pas toujours confortable avec cette idée-là. D'accord? Parce que généralement, je dis, nous, des communautés noires, on a tendance à vouloir les mêmes droits que tout le monde. Donc, ça part par des petites affaires. Donc, on réclame des droits, les mêmes droits que tout le monde. Moi, cette idée de dire, oui, mais nous, on a le droit de le dire parce qu'on est noir, puis toi, tu peux pas le dire parce que tu es blanc. Mais le jour où on va prendre le mot caucasien, puis qu'on va dire, mais nous autres, les blancs, on a le droit de s'appeler caucasien, mais toi, tu n'as pas le droit de nous appeler caucasien. Tu sais, donc, c'est pour ça que je reviens toujours à la charge. Quelle est l'intention? Et non pas le mot lui-même. Que voulait dire bise? Je ne sais pas. C'est la première fois que j'en entends parler. Je ne le sais pas. Que voulait dire Vallière? J'ai une bonne idée. Oui. Ouais. D'accord? J'ai une très bonne idée de ce que voulait dire Vallière. Est-ce que Vallière aurait redit ça de la même manière aujourd'hui? Je ne sais pas. Probablement pas. Probablement pas. Non, parce qu'il était très critique, en fait, par la suite, des gens qui avaient un peu confisqué ce mot et le projet de société pour un Québec libre. La façon que ça s'était retourné en stigmatisant, en fait, les autres versus le nous, là, il était très, très critique C'est de ça. ça. Là. Il faut toujours remettre aussi dans quel contexte qu'il l'écrivait. Hein? Il écrivait ça pendant qu'il était en prison aux États-Unis avec des Noirs qui lui racontaient leur histoire et que lui disait, mais cette histoire nous ressemble. Ça Donc, fait écho à notre ça réalité. fait écho à notre certains réalité. égards. C'est En ça. oubliant l'existence des Noirs québécois. Exact. tu sais. Et de la relation blanc-autochtone au Canada. Et Tu sais, bon, là- ça, Moi, ce que je dis, c'est que, pour l'avoir vécu moi-même, il ne faut jamais oublier ce que ça fait aux jeunes qui se retrouvent dans la cour d'école à la récré le lendemain. D'accord? Ce que vous entendez, ce que vous dites, là, demandez-vous quel impact que ça a sur l'enfant qui va à l'école le lendemain dans la cour d'école. Moi, quand j'étais jeune à Montréal-Nord, on n'était pas beaucoup, là. On était à peine une dizaine de Noirs à Montréal-Nord, là. donc 4 étaient tes frères. Dans 4 étaient mes frères, tu sais, puis une ma sœur. Fait Ouais. qu'il reste pas grand monde, là. Donc, quand toi, mes frères, puis une ma Ouais, sœur, ouais, sinon je vais me faire... tu sais, quand il se passait quelque chose à la radio, à CKAC, là, le festival de l'humour, là, qui avait une joke raciste la joke raciste, là, on allait l'entendre après au coin de la Cordère à Henri Bourassa. Là. Tu sais, ça nous rentrait dedans. Là. D'accord? Puis le nigger black de Yvon Deschamps, là, quelle que soit son intention, quand tu arrives au coin de la rue, la Cordère et Henri Bourassa, les gens vont baisser leur vitre. Ben, je fais baisser leur vitre parce qu'à l'époque, on baissait les vitres de même. Ils baissaient leur vitre pour te crier nigger black. D'accord? Quelle était l'intention de Deschamps? Ça n'a aucune importance pour moi. Quel impact que ça a sur ma vie, ça, c'est autre chose. Ouais. Et On y puis ça, reviendra un peu plus tard. Je vais le porter Yvon pendant Deschamps. très longtemps, tu vois. Donc, c'est ça. Ouais. Tu mentionnais, tu sais, si les Blancs se réappropriaient le mot caucasien, mais moi, je me demande,
est-ce que c'est seulement les habitants de la ville de Québec? En fait, est-ce que c'est seulement les peuples qui ont vécu quelque chose d'horrible? Soit, mettons, par exemple, les habitants de la ville de Québec, c'est-tu juste eux qui peuvent utiliser le mot en N nordique? C'est-tu juste eux, étant donné qu'ils ont perdu quelque chose d'existentiel? Quelle Est-ce tristesse. qu'il faut avoir vécu une douleur historique pour faire shotgun sur un mot? Est-ce que d'autres peuples aussi pourraient faire ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'en réalité, on l'a dit tantôt, le mot en haine n'est pas un mot qui exprime uniquement la douleur. Parce que les Haïtiens, entre autres, pas seulement les Haïtiens, toute la Caraïbe, se sont réappropriés le mot. Ce n'est plus un mot qui exprime une douleur, c'est un mot qui exprime une fierté. Qui raconte notre histoire. Qui raconte une histoire. Ouais. Tu sais, ici, on va parler d'Haïti comme étant la première république noire. En Haïti, on parle de la première république nègre. C'est pas pareil. Ah ouais. D'accord? C'est pas pareil. C'est justement parce que être nègre, c'est être fier. Tu vois? Donc, non, c'est pas une douleur. Je comprends si les gens à Québec ont leur mot en haine, puis je comprends leur douleur, mais ça me fait pas grand-chose. C'est un gros fan du Canadien. Puis, Vanessa, il existe la version féminine du mot en haine, qui est comme doublement connotée. Il me semble qu'elle a la charge sexiste et la charge raciste. Comme toujours, oui. Est-ce que c'est ça, la misogynie noire? Oh! Bien, c'est sûr que comme femme noire, on est à l'intersection de toutes sortes de violences, donc la violence misogyne et la violence raciste, effectivement. Puis souvent, en fait, on réalise pas à quel point la violence est aussi perpétrée par les gens qui nous ressemblent. Et c'est ça, la discussion, le cœur de la discussion aussi sur le misogynie noir, c'est que oui, c'est la suprématie blanche, mais c'est aussi le colorisme, c'est aussi le racisme intériorisé qui fait en sorte que même les hommes noirs se permettent d'insulter les femmes noires, tu sais, et de nous animaliser parfois par rapport aux femmes blanches. Donc, on voit que c'est tenace, en fait, la construction sociale, identitaire. Donc, ouais, c'est une charge qui est grande, qui est importante, qui est passée sous silence parce que quand on parle de racisme, instinctivement, on va souvent penser aux hommes noirs. On l'a vu au cours des dernières années avec, les discussions sur le profilage racial, sur la brutalité policière. C'est ce qui revient énormément. À ça, j'aimerais rappeler que le profilage racial commence à la garderie. À l'école par des éducatrices qui stigmatisent les enfants noirs, qui les trouvent turbulents. Un enfant noir va être turbulent. Un enfant blanc qui a le même comportement, c'est parce qu'il s'ennuie puis qui est sûrement en avance sur les autres. Il est sportif. Oui, c'est ça. Souvent, les premiers signalements dans la vie, en fait, vont être faits par des femmes blanches, en fait. C'est des femmes qui sont dans les garderies, qui sont dans les écoles. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que tu vois que les dynamiques, elles prennent différents visages. Donc, c'est ça. Donc, mais quand même, dans le mainstream, quand on parle de profilage racial, ce qui s'impose, quand on parle de racisme, c'est le visage d'un homme noir. Puis quand on parle de misogynie, de sexisme, ce qui s'impose, c'est le visage d'une femme blanche, tu sais. C'est elle, la damsel in distress. C'est elle qu'il faut sauver, tu sais. Alors que finalement, tu te rends compte que, les femmes noires sont à l'intersection de tout ça. Elles peuvent être victimes de racisme de la part des hommes blancs, de la part des femmes blanches, de la part des femmes des autres communautés culturelles, puis elles peuvent être victimes de misogynie de la part des hommes blancs, de la part des hommes noirs et des autres hommes des autres communautés culturelles. Donc, ça n'arrête jamais. Tu sais, quand je parlais d'échelle tantôt sociale puis de hiérarchisation, le noir est au bas de cette pyramide sociale-là, mais la négresse, elle est en dessous du noir, là. Elle est en dessous du nègre. C'est vrai. Tu sais, et c'est quelque chose... avec lequel on a énormément de misère à faire la paix, même encore aujourd'hui là, dans nos communautés. Je pense que on prend pas toujours soin des femmes noires comme on devrait le faire. Oui. Je m'excuse. Merci, c'est accepté. Tout est oublié. OK, fine, on regarde vers l'avenir, on regarde vers demain. C'est le principe de la stratification sociale. Merci. C'est-à-dire que même à l'intérieur de notre propre communauté noire, il va avoir différentes sous-classes. Puis effectivement, tu as raison, à l'intérieur de la communauté noire, il est fort probable que toute étude va démontrer que la femme noire va être au bas de l'échelle. Absolument. Si on rajoute par-dessus les enjeux capacitistes là, de handicap ou de mobilité, puis la situation financière aussi. Oui, et de colorisme aussi. Et de colorisme. Donc, c'est pas ce qui manque. C'est justement le principe même de cette stratification sociale qui fait que, justement, ce sont sur des petits critères
qu'on va placer les gens. Et ça, on a c'est- toujours l'impression qu'on est tous ensemble, on est tous noirs, puis on est correct, mais Non, c'est non, pas pas si du vrai tout. que ça. Ouais. Non, puis toute la médecine moderne, en fait, est aussi classée sur cette... Comment vous avez dit? La stratification sociale. Donc, la médecine moderne est basée là-dessus aussi. Là. Dans les vieux ouvrages, j'en ai un, là, justement, chez nous, là, qui s'appelle « Corps noir, médecin blanc ». On le voit, là, comment il utilise les attributs physiques des femmes noires pour nous mettre en opposition par rapport à l'évolution des femmes blanches, à l'évolution des hommes blancs, à l'évolution des hommes noirs, tu sais. Donc, nos attributs physiques, qu'il soit question de notre poitrine, de notre arrière-train, de nos cheveux, tout ça est utilisé là, pour vraiment nous rapprocher là, des animaux là, le plus possible. Et Le sexe aussi. Le sexe aussi, de nous animaliser, de nous présenter. Bon, ça, c'est des archétypes là, qu'on associe aux femmes noires. Là. On a évidemment... la panthère noire, donc ça, c'est la femme noire hyper sexualisée qu'on appelle aussi la Jezebel en anglais. Là. Donc, vraiment une femme noire hyper sexualisée et perfide aussi. Elle est toujours très sournoise. Okay. On a la mamie, donc celle, la bonne grosse femme noire joviale là, qui a des seins de nourricière. Là, Aunt Jemima, un peu. Aunt Jemima ou la Hattie McDaniels dans Gone with the Wind aussi. Tu sais, c'est la nounou. Il fut une époque, là, durant l'esclavage aux États-Unis, c'est les femmes noires qui allaitaient les bébés blancs. Ouais. Tu sais, donc, c'est ça, là, cette espèce de femme noire qui représente la volupté, qui est un peu simple d'esprit aussi, Oui. hein, tu sais, puis elle est toujours Mais au service tellement des autres. généreuse. Tellement généreuse. Le fait qu'on l'aime bien quand même. On la voit aussi dans... Ben, c'est la grosse négresse, en fait. La grosse négresse, oui, c'est ça. Donc, dans Il The faut dire Color les Purple, vrais mots. on Ouais. la voit aussi dans quoi d'autre? Le film The Help avec Emma Stone, là, puis Viola Davis, parce que ça se poursuit jusqu'à dans les années 60. Là, tu sais, ça part des plantations, mais ça se poursuit jusqu'à hier, là, tout Ben, récemment. Tu sais, avec les surrogate mothers aussi, là, tu sais, je me rappelle plus du terme francophone pour ça. Les Mais mères porteuses. Les mères porteuses Ouais. utilisaient, tu sais, ces femmes du tiers-monde Ouais. ou ces immigrantes au statut précaire pour Ouais. leur donner quelques dizaines de milliers de dollars en général. Et moi, puis- il n'y a rien qui me fait plus capoter quand les gens ils parlent du retrait des droits des femmes aux États-Unis en disant « Oh mon Dieu, c'est comme La Servante écarlate, l'œuvre de fiction de Margaret Atwood. » Je suis comme « Non, non. L'œuvre de fiction ou la réalité que les femmes noires ont déjà connue dans l'histoire de l'humanité à plusieurs reprises. Donc ça. Puis le dernier archétype, ben, c'est celui de la Angry Black Woman. Ça, c'est vous, dans le Ça, fond. c'est moi. Exact. Ta génération. Exact, voilà, c'est ça. Donc, la femme noire en colère, belliqueuse, frustrée, hargneuse, intransigeante, loud, mal polie, mal élevée, ghetto. Hein? Ça, c'est la femme noire ghetto, là. Fait que oui, ça, c'est des archétypes qui nous collent à la peau et qui sont entretenus par, bon, l'histoire, la médecine, la culture populaire et tout le monde est un acteur là-dedans. C'est ça, en fait, Oui. je pense qu'il faut retenir. Tu sais. Comme bon vieux sociologue, je fais quand même une référence de lecture intéressante à faire. Puis comme enseignant aussi, là, il y a un livre qui s'appelle « Cast, the Origin of Our Discontent » qui adresse à peu près tout ce qu'on vient de dire là dans la dernière 2-3 minutes là, sur pas seulement ce que vivent les Noirs par rapport à l'autre, mais aussi entre eux dans leur propre communauté, aux Ouais. États-Unis en particulier. Mais c'est pareil partout. Ouais. Puis vous, Vanessa, qui est une femme noire qui prend parole dans les médias. En colère. Bon, c'est vous qui le dites. Non, c'est vrai, je viens juste de Jezebel le dire. aussi, hyper sexualisée aussi, tout ça, ouais. Est-ce que Poitrine vous êtes généreuse. visé par des insultes racistes par des auditeurs qui déjeunent au Energy Drink? Constamment. C'est vrai? Constamment. Ah oui, moi, on m'a déjà qualifié de house négresse de Radio-Canada, là. Mais voyons donc. Ça, c'est un commentaire que j'ai déjà reçu sur un post où des gens disaient que le racisme n'existe pas au Québec. Puis là, je m'obstinais et il y a un monsieur qui est venu dire ça. Et là, j'ai pris une capture d'écran Of course. et j'ai report, donc j'ai signalé le commentaire. Ouais. Mais tu sais, en laissant le temps aux autres personnes dans le fil de conversation de le voir, de le lire. Puis là, évidemment, Facebook, à l'époque, c'était sur Facebook, l'a vu tout de suite, puis ça a été effacé là, dans le temps de le dire. Mais les gens étaient estomaqués. Puis j'ai dit « I rest my case ». Oui, J'ai oui, quitté c'était cette la conversation. preuve de cette chose. hein. C'est tellement facile, tu sais, c'est tellement... C'est le ressort gratuit, facile, paresseux auquel ont les personnes blanches quand elles n'ont plus rien à me dire, quand elles sont pas capables de... quand elles ont plus de mots face à mes arguments, qui, eux, sont rigoureux, qui sont fouillés, qui sont détaillés, retourne dans ton pays, crise de Oui, négresse. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai déjà entendu? Sans les Blancs, tu serais encore dans un arbre. Ouais, non, Mais tu sais, c'est que c'est pas des interlocuteurs à ta hauteur, en fait. Puis je dis pas ça parce que tu étais dans l'arbre, là, je veux dire. Tu sais,
c'est des gens qui n'ont pas le niveau intellectuel d'entretenir une conversation. Exactement, Là, mais pour c'est- aller dans des bassesses comme ça. Exactement, mais c'est que moi, comme femme noire qui évolue dans l'espace public au Québec, peu importe ce que je dis, on va rarement m'attaquer sur l'idée. Ça va être toujours une attaque contre ma personne, et parce que je suis une femme noire, ça va être une attaque qui est raciste, ça va être une attaque qui est misogyne, une joyeuse combinaison des deux. Ouais. Fait que, et c'est pour ça aussi. J'ai l'air forte en parlant en ce moment, mais ça m'a brisée à plusieurs reprises, ce qui fait que j'ai pu... Des fois, je regarde la fille que j'étais en 2017, puis je suis comme, mon Dieu, cette fille-là, je la retrouverai jamais. Parce que ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices. Puis à un moment donné, même si moi, dans ma nature, bon, je suis extravertie, je suis exubérante, mais il y a quelque chose de candide, d'innocent qui s'est perdu en cours de route quand même. Tu sais, il y a un cynisme, une peur, un ressentiment, une rancune, une colère qui s'est installée, qui font que j'ai plus la même insouciance qu'avant. Puis je sais que ça reviendra jamais. Tu sais, puis ça, c'est sûr que ça me fait de la peine. Tu sais, je me demande, mon Dieu, mais cette fille-là, c'est qui qu'elle aurait pu être si elle s'était pas justement engagée dans le débat public? Ben ça, si c'était la météo, une émission de cuisine ou un truc de design intérieur, Ils adorent nous voir dans des émissions ça de aurait musique et été de cuisine. autre, tu sais, Tout à fait. l'Europe. Puis je pense que ça confirme aussi l'importance de ce que tu fais et de la place que tu prends, que vous prenez dans les médias. Merci, mais j'ai réalisé à un moment exister donné, là-dedans. c'est ça qu'on n'était pas... Tu sais, quand tu regardes, mettons, Ici Musique, il y a beaucoup de Noirs à Ici Musique, là, mais des Noirs qui font des affaires publiques, là, ça se compte sur les doigts d'une main, là, sur des plateformes mainstream au Québec, dans des émissions de grande écoute. Ouais. Ça, c'est une révolution des dernières années seulement. C'est là. des dernières années. On a toujours eu des Encore Noirs une fois, entertainers, mais oui. affaires publiques, politiques, parler de sociologie, Oui. jamais. Mais essentiellement, la présence des Noirs à la télé québécoise, je dirais jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, c'était Miss Météo et c'était des rôles pratiquement stéréotypés. Et Humoriste. puis, des gens qui jouaient le petit nègre, là. Je vous ai parlé de Norman Brathwaite, etc. C'était des rôles secondaires pour, justement, être un noir. Ou l'homme noir fétichisé, parce que Dieu sait... Moi, j'ai étudié en théâtre au secondaire, là, j'étais en arts-études, puis à un moment donné, dans mon parcours, la question s'est posée, est-ce que je continue en théâtre? Puis devant l'absence de modèle, non pas de modèle masculin, parce que s'il y en avait beaucoup, il y a toujours un homme noir pour jouer l'intérêt amoureux d'une femme blanche dans une série québécoise, mais des femmes noires comédiennes, à part Linda Marlowe. En 99. Ouais. Justement, 98, c'est cette série-là, c'est Jasmine Jasmine qui a vraiment fait... Il y a eu un switch quelque part, d'accord, avec cette série-là, qui nous amène jusqu'à la Kainu C'est ça, il y a eu un 20 Oui. ans où il n'y a pas eu de lead de femmes noires, je pense. Oui, non, Mais non. même dans des rôles secondaires, elles sont quasiment inexistantes. Là, Ouais. tu sais, ça, je me rappelle, à un moment donné, j'écoutais ces gars-là, la série de Sugar Sammy puis Simon-Olivier Fecteau. Tu sais, Oui. Puis là, Sugar Sammy, il se vantait d'avoir mis de la diversité à l'écran, tu sais, parce qu'il y a un ami italien, Massimo. Tu sais. Il y a toutes sortes de personnages racisés qui sont des archétypes. Puis j'étais comme... Mais il n'y a pas de femme racisée dans ta série. Il n'y a pas de femme noire. Tous tes intérêts amoureux à toi sont blanches. Tu sais, même des rôles secondaires, même des rôles tiers, c'est inexistant. Je prends un exemple, Unité 9. Unité 9, c'est une série qui est sur papier extraordinaire, qui surfe un peu sur la vague là, de genre Orange is the New Black, qui a été la révolution télévisuelle aux États-Unis. Ouais. Pourquoi? Parce que ça se passe dans une prison. Fait Pour que t'en femmes. veux-tu de la non. diversité? En v'là, on est en Ouais. prison, c'est pour ça. Il faut que ça ressemble quand même. C'est ça. Fait que ça répond à toutes sortes d'enjeux systémiques, là, mais en tout cas, regarde, Unité 9, on a ça au Québec, et là, ça fait un travail extraordinaire pour humaniser les détenus. Toutes les femmes ont un backstory, tu sais, ont un bagage avec elles, elles ont un nom, un prénom, une histoire. Arrive un personnage noir, je pense qu'elle s'appelait Booba. Elle n'a même pas un vrai nom. C'est même pas comme, elle n'a pas un nom, prénom. C'est juste Booba, un surnom. Ouais. Et c'est la madame agressive, violente. Elle est juste fâchée. Elle est juste en colère. Puis elle agresse Guylaine Tremblay à chaque épisode. Personne ne sait pourquoi. Et personne cherche à savoir pourquoi. On a juste décidé qu'elle était méchante. Puis c'est Ouais. la femme noire. Tu sais. J'avais été Pour moi, invité là, il y a quelques années dans une émission de radio pour parler d'une émission de télé, bon, je vais le nommer, là, Larry. Ou juste Larry, en fait. Ok, je me rappelle pas de ça. Il y a eu La vie qui a été fait par le Ouais. gars qui a fait Larry, en tout cas. OK. Puis dans cette série-là, il y a des gangs de rue, puis c'est des personnages qui n'ont pas de background, en fait, qui n'ont pas de... C'est juste, c'est des criminels, Ouais. mais il n'y a pas de pourquoi, puis... Tu
sais, je pense qu'on ne devient pas criminel juste comme ça, on tombe pas là-dedans. Il y a un contexte, il y a un parcours, puis il y a un déchirement intérieur. Là, c'est vraiment unidimensionnel. Fait que c'est ce genre de personnage-là qui semble souvent avoir été écrit dans le passé. Ouais. Mais là, dans le futur, ça va plus être comme ça, Ça j'espère. va là. mieux. On avance, hein. Il faut... Ouais, On avance, clairement. on avance. Pourquoi qu'on n'avance pas? Ouais. On avance. On part de loin. Ouais. Parfois, des gens de ma génération, nous, on va le voir, le changement, parce qu'on sait de où on part. Je l'ai dit, je suis ici depuis 1970. Là. Donc, quand tu es tout seul comme noir dans une école, déjà, c'est une réalité. Maintenant, tu n'as rien à la télé qui te ressemble autre que dans Tarzan puis Daktari. Puis, ils sont dans le même coin que les singes, là. Ouais. D'accord? Ils sont dans un zoo, ils sont quelque part, là. Donc, ils sont plus près des animaux que des gens habillés en safari, là, etc. Donc, t'as tout ce cheminement-là où la présence du noir à la télévision ou de la noire à la télévision est une présence accessoire. Et il n'est pas intelligent. Il est bête. Donc, on revient là à toute l'idée du nègre qui est pas brillant, qui est pas intelligent. Puis tu vas avoir des séries américaines comme les Hawaii 5-0, etc., qui vont classer le noir comme étant de l'équipe d'enquête comme étant le gars le plus con. Donc, puis, en même temps, des fois, tu te dis, mais il y a quand même des Noirs qui acceptent de jouer ces rôles-là, d'accord? C'est alimentaire. Est-ce que c'est les seuls rôles qu'ils ont? Ouais, c'est ça. Il y a c'est tout cette ce qu'ils ont. réalité commerciale-là Mais ça, aussi. Voilà. Puis, je veux revenir sur quelque chose qui a été mentionné. On parlait de Norman Brathwaite il y a quelques instants, puis un petit peu plus tôt, on parlait chez Denise. Puis moi, je me souviens être enfant dans les années 90. Norman Brathwaite, c'était mon héros. Là, puis je pense que si imparfaites étaient ses apparitions, puis ses projets, puis qu'il a été dans des trucs qui n'étaient pas les role models qu'on aimerait avoir, puis ce à quoi on aspire nécessairement, mais ça a définitivement fait cette place-là dans ma tête de... même si c'était pas l'idéal, je me voyais quand même, je sais comment je pourrais exister, puis j'avais pas le plus grand cynisme ou la plus grande critique des médias que je pourrais avoir aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense que même de la représentation imparfaite, c'est mieux que pas de représentation. Puis dans le cas de Vanessa, ce que tu disais, qu'il y avait essentiellement pas de femmes noires ou de femmes racisées globalement dans les médias dans les années 90, définitivement. Ça, c'était vraiment un manque à gagner. C'est ça. On en avait en culture. On avait des Varda Étienne, mais Oui. dans des boîtes de nuit, en train de danser. Ouais, c'est ça. Juliette Powell. Oui, Juliette Powell qui nous a quittés récemment. Isabelle Rasco qui était chez Flash aussi, mais toujours dans la... Rebecca McConnell aussi qui a commencé tellement jeune sa carrière, ça n'a aucun sens, la OG. musique. OG, là, pour vrai. Là. Mais toujours dans la sphère de la culture et du divertissement. Et c'est pour ça que pendant de nombreuses années, quand il y avait des enjeux sociaux qui éclataient, on sollicitait un humoriste, on sollicitait un comédien pour avoir son opinion. Puis cette personne-là répondait au mieux de ses capacités. Dans le cas de Norman Brathwaite, c'était pas grand-chose, malheureusement, et ça a donné lieu à des dérapages dégueulasses. Moi, j'ai décroché quand il a dit « La Ligue des Noirs, c'est 4 nègres puis un fax Ouais. ». Ça, pour moi, ça a été le point de rupture. Là. J'ai plus jamais regardé en direction de cet homme-là. Plus jamais. J'ai eu du mal aussi à réconcilier cette affaire-là. Ça a été comme une espèce de cassure. Puis je pense que je choisis de faire de la dissonance cognitive puis de continuer Good for you. And you're aimer in Normand. this Oui, parce que, tu sais, moi, je me souviens, en 6e année, j'apportais mon Walkman dans ma classe au primaire. Je le mettais dans le petit panier en dessous de la table. Puis je passais mon écouteur dans ma manche pour écouter « Il est trop de bonheur Ben voyons donc. dans la classe le matin. Parce que Norman Brathwaite, puis aussi François Pérusse, puis j'étais comme « C'est du génie ». Puis on dirait que je choisis de rester avec les choses positives, puis d'oublier cet écart de parcours. Oui. J'écoute encore Michael Jackson. Là, je veux dire, c'est difficile de dissocier l'œuvre de l'artiste. Ouais. Du nègre. Il n'y a pas que du négatif hein, dans la présence de Brathwaite. Il a ouvert des portes. Hein. Absolument. Moi, je me rappelle Exact. du temps d'une émission qu'il avait à Télé-Québec. Belle et bonne. C'était Belle et Bomme. Oui, probablement Belle et Bomme. Dans ses 18 moutures. Oui, il y a eu plusieurs moutures. Il avait lui-même reçu des commentaires racistes. Puis, ça l'avait vraiment affecté. Et la semaine suivante, il avait invité que des Noirs. Oh, wow! Oui. Puis, il avait invité des groupes haïtiens qui sont venus jouer du compas, des choses qu'on n'avait jamais vues à la télé québécoise. Il a fait un statement. Oui, il a fait un statement. Donc, il n'y a pas que du négatif avec Brathwaite, mais quand même, le négatif, je fais juste révéler
qu'elle fait mal, qu'elle a fait mal, que l'histoire des 4 nègres puis un fax. Ouais, ouais. Quand tu es dans ma situation à moi, Ou t'as un fax. Ou dans une forme de militance où tu essaies de défendre les droits de la communauté ou d'autres communautés, puis que tu as une affaire comme ça qui arrive d'une personnalité publique, c'est sûr que ça vient de te couper les jambes. Là, c'est mélangeant parce que oui, il a défriché, puis à une époque où c'était 100 fois, 1000 fois infiniment plus hostile que ça l'est maintenant. Il a fait des commentaires, peut-être juste à chaud comme ça, c'était peut-être pas préparé tant que ça, mais en tout cas, il s'est permis ça. Mais revenons à nos moutons. Et je dis pas ça parce que les Noirs ont des cheveux crépus. Et comme les moutons. C'est ça, c'est pas de ça dont je fais référence. Il y a des gens qui pensent que la société, c'est comme le lavage, puis qu'il faut séparer le blanc des couleurs. Le mot en haine serait-il le porte-étendard de l'idéologie de la suprématie blanche? Oh my God, cette Mais question. non, je sais pas. Encore une fois, on est encore dans cette confrontation. Quand tu penses que qu'il y a eu un mouvement de la négritude pour récupérer le mot, d'accord, pour en faire quelque chose de valorisant, donc de dire que la suprématie blanche n'est pas seulement une confrontation avec les Noirs, c'est une confrontation avec tout ce qui n'est pas blanc. Donc c'est pas cette expression-là. Je pense que il n'y a pas un mot qui l'exprime. Tout simplement que le mot nègre lui-même est dans une catégorie à part. C'est un mot qui semble avoir un problème. Il semble avoir un problème avec ce mot-là, où il y a des gens qui trouvent que c'est jouissif de l'utiliser. Et dernièrement, j'ai vu Stéphane Bureau, moi, tant qu'à nommer du monde, on va nommer du monde. J'ai vu Stéphane Bureau dans une entrevue avec probablement un Européen, puis il parlait des nègres de Victor Hugo, et l'invité lui dit, mais on ne dit plus ça. On parle d'écrivains fantômes. Donc, mais on sent que c'est quelque chose de jouissif pour Stéphane Bureau d'utiliser le mot nègre. On sent que c'est quasiment orgasmique pour lui de le faire. 100%. Puis c'est pas l'expression de la suprématie blanche, c'est l'expression d'un homme qui n'a aucune sensibilité pour celui qui reçoit le mot. C'est pas seulement dans tout ce qu'on fait. C'est Marshall McLuhan qui parle de l'espèce de l'émetteur et le récepteur. L'émetteur est responsable de ce qu'il vient d'émettre, de l'impact que ce mot-là va avoir sur le récepteur. On ne dit pas n'importe quoi. La liberté d'expression ne nous donne pas la liberté de dire ce qu'on veut. On ne peut pas dire quelque chose que l'autre perçoit comme une insulte. Ouais. Mais c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que en faisant mon document de recherche en préparation de cet enregistrement-là, j'ai réécouté beaucoup de trucs d'archives, notamment il y a eu des petits scandales de Madame Lieutenant Duval, la professeure à l'Université d'Ottawa, qui a un nom de famille qui sonne haïtien, selon moi. Lieutenant Duval, en tout cas. Puis aussi le Radio-Canada, quand il y avait eu le livre de Pierre Vallière qui avait été mentionné, puis qu'il y avait eu un blâme au CRTC, puis qu'il avait dû s'excuser. Puis je réécoutais des extraits d'entrevues, puis de ce qui se passait dans les nouvelles à ce moment-là. Puis je remarquais que les absolutistes du droit de dire semblaient se faire un malin plaisir à le dire autant que possible dans une entrevue, dans un extrait de 1 minute. Absolument. Il disait genre 10 fois. Puis j'abonde dans le sens de ce que vous venez de mentionner, que dans le fond, ces gens-là, c'est que c'est pas des gens qui sont pro-liberté d'expression. Ils sont juste insensibles à ce mot-là. Tu sais, je pense que c'est le genre de personnes qui s'offusquent contre le Québec bashing ou contre l'acceptabilité sociale de la pizza hawaïenne. Mais le mot en haine, c'est juste dans leur angle mort, puis ils vont le dire. Est-ce que vous sentez aussi ce... Je vais dire que, d'après moi, si ce mot-là survit encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est associé à un génocide qu'on ne veut pas nommer. Moi, quand j'étudiais à l'université, à Concordia, là, j'ai fait un parcours là, accidenté à l'université, mais à un moment donné, j'ai eu un cours sur les politiques là, de l'Holocauste. Puis, durant le premier cours, le professeur nous a demandé de nommer les 5 grands génocides dans l'histoire de l'humanité à ce moment-là, là, quand je suivais le cours, là, donc way back, là, en genre 2009. Donc, il a nommé le génocide rwandais, le génocide arménien, le génocide juif, puis il nous a demandé de compléter. On cherchait, on était comme, on ne sait pas. Puis il a écrit noir, puis ensuite il a écrit autochtone. Puis ça,
ces extinctions-là de masse, en fait, ces meurtres de masse-là, qui sont échelonnés sur tellement une longue période de temps, ça fait en sorte qu'on ne les voit pas pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des génocides. Si on était capable de nommer ça, de comprendre qu'on avait affaire à des crimes contre l'humanité, dans une volonté vraiment là, d'exterminer, d'assimiler culturellement, mais vraiment assimiler culturellement et exterminer physiquement, la conversation serait tout autre. Mais parce que c'est pas un événement flash qui a eu lieu là, sur genre une période de genre 3 ans ou 3 mois, c'est tellement diffus, c'est tellement dispersé, disséminé dans l'histoire qu'on n'est pas capable de le concevoir pour ce que c'est réellement. Ce qui s'est passé avec les communautés noires et avec les communautés autochtones. Puis là-dedans, bon, c'est autant, comme je le disais, les colons que le rôle de l'Église aussi, là. Puis on le voit avec les pensionnats, notamment. Là. Donc, je pense que ça tient de ça aussi. La raison pour laquelle, c'est que c'est comme si c'était loin de nous. Genre, on se réfère toujours à l'histoire des États-Unis ou à l'histoire des Britanniques au Québec, en oubliant toujours que la couronne française avait des colonies un peu partout sur la planète et qu'elle perpétrait exactement le même genre d'exactions contre les communautés autochtones ou noires que les autres régimes coloniaux. T'sais. Donc, il y a comme cette espèce d'aveuglement complet. T'sais. Puis dans la nomenclature aussi, complètement. Le fait qu'on ne nomme pas ça comme des génocides ou, je considère que, disons, l'effort colonial en Amérique du Nord, c'est la Première Guerre mondiale. Mais c'est pire que ça, j'ajouterais à ce que tu viens de dire, c'est que quand on regarde le statut de Rome, qui est l'élément de base du tribunal pénal, de la Cour pénale internationale, qui nomme les crimes contre l'humanité, les descendants d'esclaves ont été victimes de tous les crimes contre l'humanité. Toutes les cases. Toutes les cases. Apartheid, avec les lois Jim Crow, etc., génocide. Arrestation arbitraire, tout ça. Tout est là. Esclavage, torture, évidemment, torture. Tout est là. Donc, je viens de saisir là, ce que tu dis parce qu'effectivement, ces communautés, incluant même celles qui se sont sorties avec une guerre d'indépendance, etc., en sont encore victimes aujourd'hui. D'accord. Puis je pense que c'est ça, il y a vraiment une distance qu'on crée là, en pensant que c'est un problème venu d'ailleurs. Puis c'est comme non, toute l'économie mondiale, la richesse qu'on a aujourd'hui globale dans les pays occidentaux, c'est littéralement l'argent de l'esclavage. Littéralement. Comme la Tour Eiffel, comme Haïti a contribué à payer la Tour Eiffel, juste pour vous donner une idée. Là. Parce que c'est l'argent des plantations qui ont servi à créer les banques, qui ont injecté ensuite de l'argent dans le pouvoir politique. Les grands propriétaires, là, les terres là, qu'ils avaient, là, c'est ça aussi, c'est de là que ça vient, cet argent-là. Oui, donc, c'est la rançon de l'indépendance aussi qui a été payée. Donc, c'est ça, l'équivalent de dizaines de milliards. Oui, vingtaines de milliarrs. Vingtaines de milliards, c'est la valeur de ce que c'est aujourd'hui. Mais le New York Times a fait une autre étude qui dit qu'il faut aussi calculer le potentiel. Donc, si cet argent-là était resté en Haïti, ce ne serait pas 20 milliards, ce serait 104 milliards que ça aurait donné en termes de développement. Donc, on n'est plus du tout avec un pays pauvre. Là. C'est vrai pour Haïti, c'est vrai pour le Brésil, c'est vrai pour comme l'Amérique latine, c'est vrai pour plein de colonies. Là. Puis moi, c'est ça qui me choque. Puis c'est le manque d'éducation par rapport à ça. On parlait tout à l'heure du Code noir. Je sais pas, je pense que les gens prendraient la juste mesure de la violence de l'Empire français s'ils savaient que les esclaves étaient marqués au lys, au fer, au lys. Quand ils s'échappaient, par exemple, en Haïti, à Saint-Domingue, que ça s'appelait avant. Saint-Domingue, d'ailleurs, en tout cas, bref, non, j'y reviendrai. Mais quand ils s'échappaient puis qu'on les rattrapait, la première punition, c'était de les marquer au fer. Puis c'était la fleur de lys, le symbole sur le drapeau du Québec, là, tu sais. Mais ça, jamais ça va nous être enseigné. Puis on va jamais être en mesure de comprendre l'ampleur de cette violence-là parce que c'est complètement absent de nos livres d'histoire. Là, puis au Québec, en Afrique, on leur coupait, sous la colonisation belge de Léopold, on leur coupait la main. C'est ça. C'est pas avec l'anesthésie, là. On parle du génocide, je parlais du génocide juif tout à l'heure et je parlais de l'Allemagne aussi, là, qui avait ses colonies en Namibie notamment. C'est le génocide oublié aussi. Là, c'est là qu'ils ont testé leur méthode contre les Juifs.
c'est chez les populations noires en Afrique en premier. Donc, c'est pour exterminer le plus rapidement possible un maximum de gens. Ils ont testé ça d'abord en Afrique avant de l'importer en Europe. Et il y a beaucoup des éléments utilisés durant cette période-là qui sont inspirés de notre façon aussi de traiter les Autochtones. Fait que tout est interrelié. L'histoire là, du 19e siècle, tout ce bagage-là là, qu'on a là, de la colonisation, de l'esclavage, de l'évangélisation, là, ça se cristallise là, durant le 19e et le 20e siècle et on en vit encore les effets aujourd'hui. C'est ce qui a jeté les bases de nos sociétés modernes en Occident, en fait. Oui. Tu vois, dans le livre dont je vous parlais tantôt, Caste, The Origin of Our Discontent, l'auteur raconte, c'est une dame, son nom m'échappe, elle raconte que les nazis avaient envoyé aux États-Unis leurs scientifiques pour aller voir comment étaient traités les Noirs, pour savoir comment est-ce qu'ils allaient traiter les Juifs. Exact. Et la mission est revenue dans les bureaux de Hitler pour dire on a vu ce qu'ils font aux Noirs aux États-Unis, on ne pourra pas faire quelque chose. Ah non, mais non, Mais oui. jamais on pourra faire ça à du monde, là. Même des Juifs. On ne peut pas leur faire ça. C'est pas possible ce que les Noirs sont en train de vivre. Là, on est on est entre la première et la deuxième guerre. Ouais. Là. Donc, on est dans les années 20 à 35 à peu près. Ils disent non, oublie ça, là. On ne peut pas faire ça. Ce qu'ils font, là, on n'est pas capable de faire ça. C'est ça. Puis tout le temps, on est comme, ah oui, mais c'est l'époque, là, c'était barbare, c'est normal, non. Non, parce que même Christophe Colomb, qui a colonisé Haïti, dans le fond, parce que, tu sais, quand on dit que Christophe Colomb est arrivé en Amérique, bien, il est arrivé sur l'île d'Hispaniola, là, qui a baptisé Hispaniola, mais où il y avait la République dominicaine et Haïti. C'est là l'Amérique, là. C'est là que ça se passe. Mais même quand il est retourné en Europe, il a été jugé là-bas sévèrement par les autorités qui disaient « ça n'a pas d'allure ce que tu as fait aux Autochtones. C'est dégueulasse. » Il a fini sa vie en prison. Il a croupi en prison parce qu'on le trouvait barbare, dégueulasse, inhumain. Là. Il a largement été condamné par la royauté de l'époque. Donc, imaginez la violence. Ça n'a jamais été acceptable. Oui, mais ce des qu'il crimes contre faut ajouter, Vanessa, c'est que l'Église catholique Ah, ben là. va dire on ne peut pas faire ça aux Indiens. J'utilise le mot tel qu'il est dans les livres d'histoire. On ne peut pas faire ça aux Indiens. Faisons venir des nègres d'Afrique. Donc, faisons venir des animaux. Ouais, des sous-humains. Et l'Église catholique, entre autres, Barthélemy de Las Casas, qui est le grand penseur chrétien à l'époque, dit on peut faire venir des nègres, ils n'ont pas d'âme. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est C'est le fascinant. noir versus le blanc. Fait que peut-être que ça répond un peu à ta question sur le suprémacisme. C'est cette idée que le blanc représente la pureté puis que le noir, c'est le néant. Exact. C'est rien. Il n'a pas Ouais, d'âme. ouais. Donc, Il y a c'est pas un l'étincelle animal. divine. C'est un animal. En début d'épisode, on a fait jouer l'extrait de Plume. Puis j'ai beaucoup hésité, en fait, à quel extrait j'avais envie de vous faire passer. J'ai pensé à un extrait d'un certain Bye Bye. J'ai aussi pensé à L'argent fait le bonheur des Respectable. Il n'y a pas le mot en N, mais il y a une espèce de blackface vocal. Je trouvais que c'était L'argent fait le bonheur. Oh en tout cas, my God. vous le réécouterez. Mais j'en ai peut-être un autre pour toi. Robert Charlebois a fait une chanson qui s'appelle « Moi pli chanter en créole ». OK. D'accord? Et dans la vidéo et sur la pochette de l'album, il fait des blackface. Encore, moi, je ne peux pas en parler parce que si j'en parle, je vais être blackballé. Donc, j'ai rien dit. Il n'y aura pas de montage, là. Il n'y aura pas de montage. Ça va être Encore une fois, je viens de perdre ma job. Désolée. OK? Désolée. Mais Aïe, aïe. c'était... Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu cette chanson-là de Robert Charlebois. Encore une fois, c'est un autre icône québécois. Dans tous les débats qu'il y a eu sur le mot nègre, sur les blackface, on a vu Justin Trudeau passer proche de perdre sa job à cause d'un blackface, mais on n'a jamais parlé du blackface de Robert Charlebois. On n'a jamais parlé de cette chanson « Moi plus chanter en créole ». On n'a jamais parlé du blackface de Plume, de la chanson « Le vieux nègre ». On n'a pas parlé du bye-bye. J'ai eu l'impression d'avoir été le seul à parler de ces affaires-là parce qu'il y a des gens au Québec, on ne touche pas aux cyniques, on ne touche pas à Charlebois, on ne touche pas à ces gens-là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on n'avance pas dans nos débats. Parce qu'il y a des gens auxquels on ne touche pas.
Ouais, Puis on manque de tout à fait. rigueur intellectuelle. Et voilà. C'est l'élément le plus rare sur Terre, semble-t-il. C'est cette honnêteté intellectuelle. J'ai des flashbacks là, de Carla Beauvais qui va parler du mot en haine à la télévision, je pense justement dans la foulée, soit des moustiques ou d'un des bye-bye, puis à tout le monde en parle, puis il y a Louis Morissette, puis il y a un comédien vraiment random qui, lui, a signé une lettre ouverte dans Le Devoir pour dire « Non, 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 le blackface n'appartient pas à la culture québécoise, ce n'est pas vrai, il n'y a jamais eu de minstrel show ici au Québec. » On l'a invité, alors que c'est faux. Il y a des preuves, c'est documenté. Ouais. Un des premiers rôles, justement, Norman Brathwaite, à un moment donné, dans un épisode, je pense, de Chez Denis, je sais pas si c'est cette série-là, mais il est là en minstrel. Il y a vraiment le maquillage. Il y a la vidéo circulait à un moment donné sur YouTube, tu sais, avant d'être retirée, puis elle revient comme ça, de manière ponctuelle. Il y a Réal Bélan qui a tout un numéro, il est déguisé en grosse femme Sandra haïtienne. Paul, Ah, c'est-tu celle-là? je pense que oui. Ben, la grosse madame haïtienne avec un faux cul, Je là, pense puis il est que- comme « Oui, allô! » Puis c'est God. débile. Puis c'est tellement long, puis les gens Ouais. sont crampés, sont hilars. Puis le numéro entier est disponible. Il y a le film, là, aussi, dans lequel, mon Dieu, joue Anthony Cavanaugh. C'est une femme blanche qui je sais pas, là, elle a full de défauts, là, puis on lui jette un mauvais sort, puis elle se réveille un matin en noir. Ah. Il y a tellement de représentations dans le monde francophone, incluant le Québec. Ouais. Et pourtant, on est dans le déni complet de ça, quitte à même aller nier l'existence de ça sur l'émission la plus écoutée au Québec. Fait que là, t'as la seule femme noire sur le plateau qui est face à un mur d'hommes blancs qui est comme non, 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 Ouais. non. Elle n'a pas de place pour placer un mot. Puis peu importe ce qu'elle dit, elle va avoir l'air stupide parce que la majorité est liguée contre elle. Puis l'émotion, on parle toujours de l'émotion des Noirs dans ces dossiers-là. Comme quoi qu'on n'est pas des interlocuteurs rationnels parce qu'on est trop émotif. Ça nous rend émotifs. On est hystérique. Mais c'est les Blancs qui sont hystériques. C'est les Blancs qui s'énervent. C'est les Blancs qui sont vexés qu'on leur rappelle ce passé-là. C'est vrai que il y a toujours cette histoire du passé où, particulièrement au Québec, on veut savoir pour qui c'est le plus douloureux. Est-ce que c'est plus douloureux pour moi de me faire crier nigger black puis de me faire chanter, moi plus chanter en créole dans la face, ou c'est plus douloureux pour des gens de ne pas pouvoir me le dire? Oui. D'accord? Puis, donc, il y a toujours, moi, je pars toute ma rencontre avec vous est autour de dichotomie, là, de dire, mais oui, OK, moi, toi, tu sens que tu as le droit de m'appeler nègre ou nigger black, mais moi, j'ai pas le droit de dire que j'aime pas ça. D'accord? Donc, c'est toujours ce rapport difficile de dire, mais au nom de la liberté, de ma liberté d'expression, j'ai le droit de t'appeler un nègre ou de te niaiser. Mais en même temps, pour moi, tout ça me ramène toujours, quand on parle des artistes, ça me ramène toujours à un élément central, c'est que, pour moi qui suis ici depuis longtemps, c'est qu'on n'a jamais été un consommateur recherché. C'est-à-dire qu'on n'est pas de ma génération, on n'était pas le client, on était le produit. Ouais. C'est-à-dire que faire une joke sur les Noirs, c'est payant. Faire une chanson sur les nègres, c'est payant. Mais le faire pour le public Jamais. noir, moins. On n'est pas assez. Ouais, On n'est ouais, pas ouais, assez de monde pour que ça soit intéressant, Ouais. mais il y a assez de monde qui trouve ça drôle. C'est ça. Donc, on va s'assurer de faire des chansons puis des jokes dans un bye-bye. C'est quand même pas rien, là, d'avoir un invité noir qui vient manger du poulet avec ses doigts, des affaires de même. Tu sais, puis de le ramener au niveau animal, c'est le clan Meunier, ça, là, d'accord? Un autre icône auquel on peut pas toucher. Donc, mais ça, c'était tout simplement que il n'y a aucune préoccupation pour moi et ma famille assis à la télé, comme tout bon Québécois, en train de regarder le bye-bye. Donc, il n'y a pas cette préoccupation-là. Avec la dinde, les atokas, puis C'est ça. le coke diet. C'est Les ça. bananes plantain. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas cette préoccupation-là. Donc, je ne peux pas me projeter dans la télé comme quelqu'un qui est assis chez lui, qui est en train de regarder de l'humour de sa société dans laquelle il est en train. Non,
Je suis le gars qu'on fait manger du poulet Tu es et des l'autre. atokas avec les doigts. Donc, je Ouais. suis La l'autre. construction Ouais. de l'autre, dont parlait Haroun Bouazi avant de se faire gaslighter entièrement par notre système politico-médiatique. Ouais. Mais j'aimerais rebondir en disant aussi que, tu sais, je disais que c'est les Blancs qui sont émotifs, qui sont hystériques, qui sont fragiles par rapport à ces questions-là, Oh, parce qu'au Québec... white fragility? Oui, absolument. Parce qu'au Québec, c'est plus grave de se faire qualifier de raciste que de vivre du racisme. Et on veut tellement pas parler de racisme qu'on a des phrases qui sont rentrées là, dans la légende, dans l'usage populaire. « Je ne vois pas les couleurs Ouais. Mais personne dirait « je ne vois pas le genre, je ne vois pas le sexe Tu dirais jamais ça à une femme qui se plaint de sexisme. Je ne vois... J'avais même pas remarqué que t'étais une J'avais pas femme. remarqué que t'étais une femme. Quoi? Où ça? Tu dirais jamais ça. Tu dirais jamais ça. Mais c'est la preuve qu'on n'est même pas capable d'avoir la conversation. Tu sais, on C'est peut trop pas- malaisant. C'est trop malaisant. Ouais. C'est ça. C'est Ouais. cette espèce de déni-là dans lequel on s'est drapé collectivement. Là, tu sais. Oui, je me suis fait dire j'ai fait des mandats avec le SPVM, je me suis fait dire par des policiers que se faire traiter de raciste, c'est l'insulte suprême. Tu sais, OK, Ouais. je comprends. Super. Ah ben, moi, je suis là pour leur donner des stratégies pour ne pas se faire traiter de raciste, d'accord? Donc, mais je leur dis, mais je comprends, c'est peut-être l'insulte suprême pour toi, mais penses-tu à celui qui reçoit un propos raciste, à celui qui se fait profiler, celui qui est victime de profilage racial, celui qui se fait stopper sur la route parce qu'il conduit une BMW Tu fais qui lui référence ressemble à pas. toi-même. Tu sais, ouais. C'est comme- Non, mon char vaut plus cher que ça. C'est donc, il n'y a pas cette préoccupation-là pour ce que l'autre vit. J'ai Ouais. comme l'impression encore de me répéter. Il n'y a pas cette préoccupation pour ce que l'autre vit. C'est la préoccupation pour soi. C'est une, Comment moi je suis C'est perçu. un Sensibilité à géométrie variable. Voilà. Exact. Un peu plus tôt, on mentionnait Yvon Deschamps puis son monologue Nigger Black. Puis je trouve que c'est un contre-exemple, en fait, dans l'historique québécois. Parce que, dans le fond, je considère que ce monologue-là, c'est définitivement une des œuvres les plus antiracistes qui a été faite par un humoriste blanc québécois, définitivement entre les années 70 et 2000, très certainement. Puis Yvon a eu l'habilité de prendre ce mot-là, qui est un mot tranchant, un mot qui coupe, un couteau, tu sais. Puis plutôt que de l'utiliser comme une arme, comme un assassin, chef bandit, c'est plutôt que de l'utiliser Gros comme un chef assassin, il l'a utilisé comme un scalpel pour essayer d'enlever une excroissance de la psyché collective québécoise. Puis on l'entend dans les réactions aussi du public. À la fin, les gens écrient bravo. Et ils sont pas à rire premier degré, comme probablement les gens qui vous ont apostrophé dans la rue. Je sens qu'il y a eu cette réception-là par une partie du public, pas toute, parce que tout le temps des épais partout. Je pense que c'est assez universel sur Terre. Il y a une proportion d'épais assez classique. Mais ça fait que je considère que c'est un contre-exemple, puis que c'est un Blanc, dans les années 70, qui a réussi à l'utiliser d'une manière visiblement militante dans un appel à l'inclusivité puis au vivre ensemble. Puis, avant d'aller à la chronique de Vanessa, elle nous a préparé quelque chose que j'ai très hâte d'entendre. Mais d'abord, on a un petit mot de notre commanditaire. Après avoir dit des mots qui se disent et des mots qui se disent pas, il n'y a rien comme un bon verre d'eau d'ici. Ah, santé. Miam, l'eau du Québec, à goutte bonne en Saint-Laurent. Pour obtenir un 2 pour 1 la prochaine fois que vous allez au lavabo, juste à rentrer le code promo microplastique 50. Vanessa Destinée, on vous écoute. Speak nègre. Comme vous dites quand vous martelez le mot en haine comme une arme dans une salle de classe. Comme vous le mumblez dans vos tunes sans jamais emporter le deuil. Speak nègre. Quand vous récitez les titres de La Ferrière, mais pas les notes de bas de page sur Haïti. Quand vous lip-syncez rap, trap, compas, reggae et jazz sans jamais dire nos noms, nos vrais noms, ceux que nous ne connaîtrons jamais, ceux que vous avez confisqués à nos ancêtres. Speak nègre. Vous qui nous parlez de diversité comme on parle d'un grand miroir, joli quand ça décore, encombrant quand ça dénonce. Parlez-nous donc de quotas, mais jamais de pouvoir. Parlez-nous donc d'inclusion, mais certainement pas de réparation. Speak nègre, avec votre français châtié, votre maîtrise de l'accord du participe passé, votre diction d'école privée, mais vos silences complices de chien de garde de l'Assemblée. Speak nègre, comme mon père qui ne sait pas lire, mais qui sait soigner avec les feuilles, compter sans chiffres et survivre sans chèque. Il parle aussi nègre et sa langue a la mémoire des nègres mahouans.
pas juste des colonnes qui t'éconnent get maman nous. Speak nègre, et voyez comme les nègres dansent encore, même après les chaînes. Voyez comme on lave vos enfants et vos vieux, et pourtant dans vos journaux, nos visages sont des races, jamais des citoyens. Et pourtant dans vos palmarès, nos noms sont caviardés quand ils ne sont pas oubliés. Speak nègre quand vous dites « je ne vois pas les couleurs », mais que vous changez de trottoir quand il commence à faire noir. Speak nègre quand vous empruntez nos mots, nos coiffures, nos accents, nos vêtements, notre musique, nos médailles, notre poulet jerk, yassa ou en sauce, mais jamais nos luttes. Speak nègre, pas comme insulte, comme mantra, comme promesse, comme point levé, comme souffle qu'un genou ne peut pas arrêter. Speak nègre, car notre langue est celle des survivants, des cracheurs de feu du bois caïman, des femmes au ventre pillé qui ont quand même donné naissance à l'avenir. Nous parlons nègre avec notre peau, nos morts, nos chants, nos rires, notre fierté qui ne demande plus la permission. Speak nègre, et sachez que ce mot, celui que vous nous avez imposé, celui que vous cherchez à banaliser en faisant fi des siècles de mépris, ce mot vit encore, oui, mais plus jamais comme vous l'entendez. Il vit en nous comme un canon dans la gorge, comme un cri devenu poème, comme un esclave qui refuse de mourir ou un génocide qu'on refuse de nommer. Speak nègre, je suis né libre. Wow, bravo. Merci, Vanessa. Bravo d'aller chercher ce lien avec Speak White de Michel Lalonde. Ouais. C'est très beau. Et d'autant plus intéressant qu'on n'en parle pas souvent. Dans Speak White, elle utilise le mot nègre. Oh et pourquoi? Elle l'utilise quand on l'écoute, on voit bien qu'elle fait un lien entre Saint-Domingue, elle nomme Saint-Domingue, elle fait un lien entre le Québec et la Révolution haïtienne. J'ai eu un échange avec Yves-François Blanchette, qui, lors d'un congrès du Bloc, ils avaient déclamé Speak White, mais en enlevant le mot nègre. Et ils croyaient que c'était une bonne chose de m'annoncer ça. Alors que justement, c'est là où il faut l'utiliser. C'est là où le mot a justement cette valeur-là, qui est sa vraie valeur, et non pas une insulte. Michel Lalonde ne l'utilise pas comme une insulte. Ouais. Elle l'utilise pour justement élever le Québécois et le comparer à cette révolution où l'homme noir et la femme noire se sont élevés. Et c'est ça, tout le débat qu'on a fait aujourd'hui. Pour moi, la façon que tu l'as amené m'a rappelé cet épisode-là, que justement, c'est que le mot a sa valeur lorsqu'elle est utilisée à bon escient, lorsqu'il est utilisé à bon escient. Ouais, la Nuit de la poésie a eu Michel Lalonde et le premier épisode de Ça se dit pas ça a eu Vanessa Destinée. Oui, merci beaucoup. Ça va rentrer dans l'histoire de la pensée et de la parole québécoise. J'invite tout de même les gens qui nous écoutent à lire un des premiers textes qui a permis à Émilie Nicolas de se mettre sur la map, dans lequel elle fait en fait une analyse critique de ce poème-là de Michel Lalonde, de Speak White, parce que le diable est dans les détails. Donc, à mettre certainement sur votre liste de lecture. Très intéressant, je vais regarder ça. Après tout ça, après avoir exploré de fond en comble, analysé et déconstruit le mot en haine avec nos propres perspectives, nos propres sensibilités, nos propres biais, après tout ça, on n'arrive pas à une grande vérité absolue, on arrive juste à la fin de l'épisode. Avec ce balado, mon objectif, c'est pas de vous dire ce que vous avez le droit de dire, ce que vous n'avez pas le droit de dire. La vie est un grand livre dont vous êtes le héros. À vous de faire vos choix lexicaux et d'aller à la page où vos choix vous mèneront et d'en assumer les conséquences. Personnellement, je pense encore que le mot ne devrait pas être banni, mais que c'est vraiment weird si tu insistes pour l'utiliser. C'est un fragile équilibre, cette patente-là, entre censure et liberté d'expression. Et aucune réponse définitive ne sortira de ce balado. Juste plus de questions auxquelles seulement vous allez pouvoir vous répondre. Une chose est sûre, si passionnés sommes-nous par les enjeux liés au mot en haine, ne nous faisons pas violence. Le mot en haine, c'est pas une raison pour se faire mal. Vanessa Destinée, on peut s'abonner à votre infolette Substack Grimel, on peut vous suivre sur vos réseaux et on va vous voir et vous lire de plus en plus chez Urbania. Merci d'avoir été là, merci pour votre partage. Frédéric Boiron, on peut vous entendre régulièrement sur les ondes de Radio-Canada, vous suivre sur vos réseaux. On peut vous voir à ma fête, parce que vous êtes dans mon top 10 de mes mononcles préférés, alors que j'ai pas 10 mononcles. On peut se procurer vos livres sur votre site Frédéric Boiron et s'abonner à votre blog à cet endroit-là aussi. Merci d'avoir été là, mononcle. Avec plaisir. Et surtout, merci à vous, chers humains, qui avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
J'espère que ce premier épisode était correct, pas trop pire. C'est une courbe d'apprentissage, cette patente-là. Je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, Xavier Boiron, pour suivre ce que je fais, pour être avisé quand va sortir le prochain épisode de « Ça se dit pas, ça », parce que c'est pas parce que ça se dit pas qu'on peut pas en parler. Ciao, bye. Ça se dit pas, ça. Ça se dit pas, ça.